rise. Vous vous levez. Please be seated. Vous vous asseoir. Good afternoon. Le président. Bonjour, bonjour monsieur le témoin. The floor is to La parole est à la défense de monsieur Gbagbo. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin. Alors nous continuons. Vous dites, page 124 des transcrits français du 29 mars, c'est-à-dire d'hier, avoir appris par la presse étrangère ce qu'il se serait produit le 3 mars 2011, puis en avoir parlé lors d'une réunion avec les autres généraux et le SEMA. Alors je vais vous citer. C'est à la ligne 1, je pense. Nous nous sommes retrouvés, je vais vous citer, j'attends que les interprètes me disent s'ils sont prêts. just go ahead reading. Allez-y, lisez. Alors, je cite. Nous nous sommes retrouvés à l'état-major pour parler, mais la marche était terminée. Et c'est les conséquences qui étaient dans toute la presse nationale et même internationale. C'est donc cette conséquence-là que le SEMA, c'est-à-dire les informations qui étaient dans la presse nationale et la presse internationale, comme quoi les femmes avaient été tuées, c'est cette conséquence-là que le SEMA était en train de nous expliquer qu'il n'avait pas encore d'informations précises, mais qu'il faisait des pieds et des mains pour qu'il y ait des investigations. Fin de citation. Ma question. Vous et à votre connaissance, d'autres généraux n'avaient été informés que par la presse, c'est par la presse, tant nationale qu'internationale, que vous avez appris ce qui se serait passé, ou bien avez-vous été informé des faits autrement que par la presse? Quand je dis la presse, c'est les médias, ça peut être la radio, la télévision. Je sais que vous nous avez dit avoir été informé en ce qui vous concerne en écoutant une radio étrangère. Donc ma question, à votre connaissance, vous et les autres généraux, avez-vous été informés de ces événements après lecture ou audition de la presse, des médias, ou bien par d'autres moyens avant lecture ou audition des médias? Pour les autres, je ne sais pas exactement comment ils ont appris ça. Pour les autres. Moi, j'ai appris ça, comme je l'ai dit, par la radio étrangère. Et puis, je me suis ouvert à mon officier de communication. Pour mes autres amis, je ne sais pas comment ils ont appris parce qu'on s'est retrouvés que beaucoup plus tard dans la journée. D'accord. Est-ce que vous savez si la radio-télévision des rebelles, du camp Ouattara,
avait couvert cette marche ou si elle en avait parlé. Je ne peux plus me rappeler de cela, de ces fêtes-là. D'accord. Et à ce propos, tout à l'heure, vous avez, lorsque nous parlions ensemble, vous avez parlé de la TCI. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est pour les besoins d'enregistrement, pour que ce soit clair quand on reviendra sur vos propos, ce qu'était la TCI? La télévision de Côte d'Ivoire qui émettait du Golfe, ou bien qui donnait les informations à partir du Golfe. Il nous informait sur ce qui se passait au Golfe, ou alors le point de vue des autorités qui étaient au Golfe. D'accord. Savez-vous qui opérait la TCI? Si c'était des spécialistes ivoiriens ou des spécialistes étrangers? Je ne suis pas en mesure de donner des précisions puisque je n'étais pas au Golfe et je n'avais pas de contact a priori avec les journalistes qui travaillaient sur cette télévision. D'accord. À votre connaissance, à partir de quand l'axe Abobo-Anador a-t-il été bloqué? Les dates, ça me pose toujours quelques soucis, mais je peux dire approximativement, peut-être en mars, parce que sans que je sois sûr, hein, mais je peux dire en mars. D'accord. Et savez-vous avec quoi cet axe a été bloqué? Comment il a été bloqué? C'est les difficultés pour les troupes, à se rendre en sécurité à Bobo par cet axe qui nous faisait croire que l'axe est bloqué. Sinon, je ne pense pas que ça soit physiquement bloqué par des véhicules. C'était plutôt des harcèlements incessants des troupes dès lors qu'ils prenaient cet axe pour se rendre à Bobo. D'accord. Alors, j'aimerais revenir un instant sur vos échanges avec le haut-commissaire des droits de l'homme dont nous avons parlé hier. Est-ce qu'il serait possible d'afficher le document CIV OTP 0094-0305? Alors, vous voyez la lettre, monsieur? Oui, maître. On va aller à la page 03, si le greffier veut bien. 03. 11, pardon. 03 11.
Alors, ok. Alors, ce document est indiqué confidentiel par le bureau du procureur, je ne me trompe pas, j'espère. J'ai une requête et je demande à la Chambre de bien vouloir le rendre public, parce que je ne vois pas la raison de la confidentialité ici. Madame Pack, je crois que nous avons reclassé la réponse hier et la lettre, bien sûr, est publique. Please go ahead. Le président, je vous en prie. Merci à ma consoeur. Alors, monsieur, donc nous lisons la page 0311 de cette lettre, et il y est dit « J'ai l'honneur de me référer ». Est-ce que vous lisez bien ou est-ce que vous voulez qu'on agrandisse un peu? Je lis bien, monsieur. Vous lisez bien? D'accord. Il est dit « J'ai l'honneur de me référer au rapport sur l'évolution de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire à la suite des élections présidentielles du 28 novembre 2010. » Fin de citation. Alors, il est donc fait référence ici à des documents. Est-ce que des documents ou des informations ou des éléments, de quelque sorte que ce soit, vous ont été communiqués directement par l'ONU se rapportant à ce dont il est question ici? Avez-vous reçu d'autres choses de l'ONU? Non. D'accord. Toujours à la même page de ce même document, il est indiqué que, je cite, des équipes sur le terrain, fin de citation, auraient vérifié les allégations. À votre connaissance, des équipes du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont-elles enquêté en Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 30 décembre 2010? Je ne sais pas exactement si ces équipes-là ont enquêté, mais j'ai précisé hier que lorsque moi j'ai envoyé ma réponse à Madame le Haut-Commissaire, qu'une équipe de 3 ou 4 personnes, se présentant comme responsables des droits de l'homme au sein de la division de l'ONU à Abidjan, sont venus me rencontrer. Après que j'ai envoyé ma réponse à Madame le Haut-Commissaire. D'accord. Mais là, vous nous parlez de membres de la division droits de l'homme de l'ONUCI, on est d'accord? Affirmatif. À votre connaissance, des représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont-ils contacté des responsables ivoiriens à cette même période pour obtenir des informations de leur part sur la crise post-électorale? Attendez 2 secondes avant de me répondre, parce que je crois que les interprètes ont besoin de quelque chose. Vous pouvez y aller, je crois. Je n'ai pas connaissance de cette information. D'accord. Vous nous avez dit hier, 29 mars, page 63 des transcrits français, avoir reçu, je cite, ou avoir, je cite, eu immédiatement la réponse de Madame le Haut-Commissaire. Fin de citation. Est-ce qu'elle vous a envoyé une nouvelle lettre? Je pense que ce que je dis a été mal interprété.
Je dis la réaction que moi j'ai constatée quand j'ai envoyé la réponse du document qui est affiché devant nous ici, c'est qu'une équipe de 3 ou 4 personnes ayant en charge les droits de l'homme au sein de l'ONUCI à Abidjan est venue me rencontrer à ma base à l'école de gendarmerie. Nous avons échangé et ils ont décidé qu'on reste en relation pour le suivi des activités de mes hommes. Et vous êtes resté en relation? De temps en temps, il m'appelait. Comme la situation était extrêmement difficile par la suite, et donc je ne les ai pas régulièrement rencontrés. Mais on s'appelait de temps en temps pour avoir la situation. Me poser quelques questions. Il vous posait des questions précises sur des événements précis? Non. Sur les activités du SECOS. Ils essayaient d'obtenir des informations confidentielles? Je ne pense pas que ce soit confidentiel ce qu'ils cherchaient. Vous souvenez-vous du nom de ces 4 ou 5 personnes? Non, je n'ai plus le souvenir de ces noms. Même pas une seule? Non. Avez-vous collaboré avec d'autres organisations des droits de l'homme avant ou pendant la crise? Avant, oui. Allez-y. On recevait souvent des responsables de la Croix-Rouge. Et puis, je ne sais pas, d'autres organismes, mais qui travaillaient avec nous, mais en même temps qui avaient accepté de dispenser des cours de droit humanitaire international à nos hommes et qui nous ont aidés à mettre en place des modules d'enseignement du droit humanitaire international à l'école et au sein du SECOS. D'accord. Donc ces modules de droit international humanitaire, ces formations qui étaient données au SECOS, est-ce qu'elles ont continué à être données pendant la période de la crise? Non, on n'a pas continué. Il y avait beaucoup de perturbations, donc on n'a pas continué. C'est avant que le module était en place et on faisait ça régulièrement. D'accord. Alors hier, nous avons parlé d'une lettre émanant de vous, que vous aviez envoyée en réponse à celle du haut-commissaire. Alors, c'est... D'accord. Alors, vous voyez, monsieur, la lettre, vous l'avez devant vous? Oui. D'accord. Alors, j'ai quelques questions. Madame le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies à Genève. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres destinataires? Non.
Alors, ici, vous arrivez à lire, monsieur? Oui. D'accord. Ici, il est dit... Il est dit au paragraphe 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez, je vais lire, hein. Oui. Je cite, « De la même manière, j'ai créé un séminaire annuel d'une semaine axé sur l'enseignement du droit international humanitaire dans les unités du SECOS. » Fin de citation. Alors, je continue. Dans les deux cas, nous bénéficions de la disponibilité, du soutien et de la participation des magistrats militaires et surtout, et là, vous avez un nom probablement biffé, caviardé. Vous souvenez-vous du nom que vous aviez mis là? Your Honors. Il s'agit du caviardage de ce texte. Nous pouvons en parler à huis clos partiel, Monsieur le Président. Nous n'avons pas d'objection à ce que le témoin donne le nom. Simplement, ça doit être à huis clos partiel parce que le document a été cavardé. Le Président, mais ça, cela a été fait par... Je vais vous donner un exemple, Monsieur le Président. Il y a 15 jours, 2 membres du personnel des Nations Unies ont été tués au Congo, peut-être même 3, de la MONUSCO. Ça, c'est pas sérieux de faire peur comme ça. On parle de droit ici, franchement. Alors, si vous permettez, Monsieur le Président, parce que c'est en effet une question qui se pose, cette lettre a été écrite par le témoin qui est ici. C'est à lui et à lui seul de partager, s'il le souhaite ou pas, avec nous, le contenu de cette lettre. Enfin, mais confidentiellement et pas publiquement, ou pas. Je note que, encore une fois, quand il s'agit de l'ONU, il y a une tentative de maintenir une forme d'obscurité sur les actions de l'ONU. Vous vous souvenez de ce qu'ont dit publiquement les témoins, ou le témoin qui appartenait à l'ONU. Vous vous souvenez de ce que vous-même aviez dit à cette occasion. Le témoin avait lui-même suggéré que ses supérieurs auraient dû être appelés. Et aujourd'hui, parce que la question va probablement se reposer après, à propos des caviardages successifs, aujourd'hui, on ne veut pas dire qui fait quoi, etc., quand c'est dans le cadre de l'ONU. Alors même que le procureur veut utiliser des éléments de preuve émanant de l'ONU à charge. Donc, la question nous semble dépasser le simple point d'un caviardage. Elle concerne la question concerne la transparence des débats et la transparence de la preuve. Et il y a une alternative possible, pardon. Le témoin a indiqué hier qu'il possédait une copie personnelle